Salut, c'est Seb, et donc Seb à nouveau sur la chaîne puisque tu es déjà passé, on avait un peu discuté de ton parcours la dernière fois, mais on n'était pas rentré à fond sur un sujet qui est intéressant puisque là on est en train de faire, et tu passes juste après Cédric Beau avec qui on a parlé d'immobilier aussi. On a parlé d'immobilier à Pattaya et toi tu es un peu comme moi, en revanche tu n'es pas du tout investi sur l'immobilier en Thaïlande, non. Mais en revanche tu as une expérience qui est extrêmement intéressante et je pense qu'elle va être intéressante puisque c'est l'investissement immobilier aux États-Unis. Ouais. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? Tu investis où précisément aux États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est vaste quand même, et c'est très lointain. T'as pas l'air d'un Américain en plus. Ah bon? Salut Seb, merci de m'accueillir. Alors, le petit parcours, on l'a vu un peu, vu un peu la dernière fois comment ça se présentait. Si on rentre un peu plus dans les détails, exclusivement pour le moment sur la Floride, depuis quelques temps. Pourquoi? Parce que c'est un des marchés, je pense, les plus dynamiques, qui s'apprécie le mieux et qui donne de bons résultats. Il y en a d'autres un peu partout, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés, mais c'est comme tout, on en parlait tout à l'heure. On ne peut pas être spécialisé dans tout et il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Et du coup, la question, enfin du moins la première qui me vient, c'est vu que tu vis en Thaïlande, puisque tu es installé en Thaïlande, c'est pourquoi en fait aller aussi loin? Déjà, c'est pas forcément le plus facile pour lequel tu as opté, du moins. Et pourquoi les États-Unis plutôt que l'Europe ou plutôt que ici, par exemple, qui était à la fois tu es belge, donc tu connais certainement mieux la ville où tu étais, et peut-être plus facilement aussi avoir accès au marché local où tu peux savoir un peu ce qui se construit, etc. Peut-être plus que les États-Unis où tu n'as pas vécu, je crois. D'autant plus que j'étais un acteur local dans l'immobilier. Dans mon pays d'origine qu'est la Belgique. Pourquoi? Pour deux raisons. Alors pourquoi pas l'Europe? Voilà, je crois que tous ceux qui me connaissent ou me connaîtront, c'est pas un modèle qui me convient, c'est pas un modèle qui me plaît dans plein d'aspects. Je crois pas beaucoup en l'euro sur plein de choses, sur plein d'aspects. On va pas rentrer dans ce détail, mais en tout cas ça justifie le pourquoi de pas l'Europe. Les prix aussi, qui je pense sont plus du tout en parallèle ou raccord dans le marché, donc les prix ne sont pas là. Et puis tous les aspects techniques qui vont derrière, la fluidité du marché en Europe, les frais qui sont liés aux achats, les protections envers les propriétaires. On reste sur des pays qui sont extrêmement socialistes et qui ont tendance à favoriser un côté et pas l'autre, ou sans équilibre. Ça m'ennuie un petit peu aussi en tant que propriétaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se reconnaître là-dedans. Des problèmes de propriétaires. Il y a des problèmes de locataires, mais il y a aussi des problèmes de propriétaires. C'est vrai. Et donc pourquoi les États-Unis? Pourquoi la Floride? Parce que c'est un marché plus fluide que l'Europe. Et que je parlais de la monnaie. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de faire attention à la monnaie qu'on utilise dans le monde et qu'est-ce qu'on fait. Surtout quand on s'expatrie. Quelle valeur a ta monnaie à l'endroit où tu es, où tu vis, qu'est-ce que tu fais avec tout ça. Et les USA sont une puissance économique qui tient la route. Ce sont les gens qui tiennent leurs promesses, économiquement parlant. Et produire du dollar, c'était ça qui était intéressant pour moi. Parce que le dollar s'échange. Je suis expatrié, je vis en Thaïlande, je voyage beaucoup dans le monde. Et le dollar reste une monnaie qui s'échange très facilement sur les places monétaires pour obtenir en tout cas un meilleur change ou un meilleur taux de change, ou en tout cas tout simplement apprécier, ou tu peux payer avec n'importe où. Donc la production du dollar et un marché extrêmement fluide en Floride et aux États-Unis en général. Ok, on a parlé effectivement avec Cédric de ces parties-là. Effectivement, il y a des spécificités ici, notamment. Alors déjà, on est sur un marché différent, mais la monnaie, elle peut avoir un impact positif ou négatif suivant où on se situe. C'est vrai que quand tu es installé en Thaïlande, avoir des appartements et toucher peut-être des revenus en Thaïlande, c'est intéressant parce que tu produis du BAT en vivant en Thaïlande, ce qui est pas totalement inconsidéré non plus. Et puis de l'autre côté, tu as aussi l'effet mécanique parfois du taux de change, c'est-à-dire que l'euro s'effondre, mais pour des gens qui ont des apparts et qui les revendent maintenant, du coup, ça produit plus d'euros pour moins de bahts, et donc du coup c'est une bonne manière aussi de faire parfois des coups quand on est un peu malin. Et c'est vrai que pour le coup c'est la même chose avec le dollar. Quelqu'un qui aurait investi en euros à un moment, il aurait pu acheter plus de dollars pour moins d'euros, et là s'il le revendait, il pourrait c'est ce que j'ai fait à l'époque. C'est des marchés qui sont intéressants et qui marchent aussi avec des dynamiques qui sont un peu différentes. Quand on achète en euros, on achète 100 000, on revend 100 000, c'est opération blanche. Sauf que quand on achète un appartement de 100 000 $, ça peut rapporter plus ou moins d'euros si on les rechangeait
changerait. Et c'est une dimension qui est intéressante sur les monnaies. Après ça, on va revenir un peu sur les différences que tu évoquais, notamment le côté un peu plus fluide du marché fluide. C'est un terme très professionnel sur le truc qui est peut-être pas forcément suffisamment explicite, mais fluide. Il faut comprendre qu'en Europe, par exemple, quand on veut acheter un appartement, il y a un la redoute chez un notaire à signer. Alors il y a plein de règlements, il y a plein de règles, de lois, de certificats de conformité à produire. Enfin, c'est bien dans un sens parce que c'est censé protéger les acquéreurs et c'est censé effectivement réglementer le marché. A contrario, en Thaïlande, on n'a pas du tout ça. Effectivement, il peut y avoir de l'amiante dans les apparts, c'est pas un problème parce qu'ils ne le contrôlent pas. C'est ça. Donc on n'en saura jamais rien. Mais en revanche, on peut acheter dans la journée un appart en liquide en Thaïlande et repartir avec le titre de propriété, ce qu'on ne pourra jamais faire en Europe. Alors évidemment, ça donne droit à des dérives. Maintenant, le marché anglo-saxon est un peu différent puisque ça profite un peu d'un modèle intermédiaire, je pense. Si tu pouvais en développer un peu le principe. Bien sûr, et qui me convient très bien. Pour revenir, on va prendre un schéma très simple. Effectivement, en Europe, moi, il y a un point qui me touche particulièrement, c'est l'argent à la banque. Je vais revenir un peu sur ça. L'argent à la banque. Quand quelqu'un a de l'argent, si tu as 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, ça peu importe la personne, mais tu as de l'argent qui est en banque, on sait tous qu'il n'est pas très protégé quand il est à la banque. On peut vite le reprendre comme ça. Donc quand tu as de l'argent à la banque, il est improductif, donc qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est l'investir dans quelque chose. Ça, c'est dans le cas où tu as de l'argent. Là, tu peux l'investir dans un appartement, une maison, un truc immobilier. Ou alors tu dois avoir recours au crédit. Tout ça, ça donne des délais, des trucs, etc. On va partir sur le principe où tu as de l'argent. Demain, si tu as 80 000 $, par exemple, il suffit de se positionner sur un bien aux États-Unis et en 10 jours, tu en es propriétaire et il est tout de suite sur le marché de la location. Je fais le schéma très simple. En France, en Belgique ou au Luxembourg, tu te positionnes sur un bien, le temps que tu négocies, le temps qu'il y ait toutes les recherches notariales qui sont derrière, et puis le temps qu'on ait les rendez-vous, les choses, etc. Je pense que tu peux raccourcir des délais à 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois. Mais tu peux aussi les avoir à 5 ou 6. Il suffit qu'il y ait des petits couacs qui se passent, il suffit que tu aies fait un crédit aussi. Voilà. Et en attendant, tout cet argent-là, il ne produit rien, il ne fait rien. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. Un appartement, tu as choisi, je passe toute la partie qu'on parlera peut-être après, je passe toute la partie où on a sélectionné, choisi, compris pourquoi on voulait celui-là. Ok, on s'est positionné. Déjà, par exemple, il faut savoir que sur le marché américain, il est complètement transparent et c'est ça qui me plaît. Sur le marché américain, n'importe qui peut savoir tout l'historique qui remonte parfois à 40, 50, 60 ans en arrière de qui a possédé ce bien depuis il y a 50 ans jusqu'à maintenant. Le nombre de fois qu'il a été revendu, qui en ont été les propriétaires, si c'était des LLC, si c'était des gens privés, c'est des gens qui habitaient, si c'était des locataires, qu'est-ce qu'était ce bien? Et tu sais exactement combien il a été vendu, à qui, comment. Ce qui fait que ce marché-là, c'est pas un marché de négociation. Ça n'existe pas aux États-Unis. Pas comme en France, comme on peut le connaître, ou en Belgique. J'ai vu une maison à 200 000. Alors, j'ai fait une offre à 160, on verra. Aux États-Unis, ça, les gens, déjà, ils vont même pas la regarder. Et en plus, ils te répondront plus jamais. C'est même pas la peine de revenir après. Ouais, je déconne, je leur fais une offre à 180. Non, c'est mort. T'es grillé. C'est fini. Pourquoi? Parce que tout le monde sait le prix, tout le monde sait combien il était acheté, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait. Et donc si tu as un bien qui est à 80 000 par exemple, tout au plus tu vas pouvoir avoir une négociation peut-être de 5 000 $. Je m'explique pourquoi. Ce qui est intéressant, je me positionne. Pour 250 $, tu envoies une inspection. Cette inspection-là, elle est faite par un bureau complètement indépendant. Ils prennent les clés, ils vont voir l'appartement et ils te rendent un rapport d'une 20aine de pages. Sur l'état de la plomberie, sur l'état de l'électricité, sur l'état des climatisations, sur les comptes de la copropriété, sur les special assessments. Special assessment, c'est quoi? C'est si la copro avait prévu des travaux dans la copro, par exemple, et que l'année prochaine, on va refaire la piscine. Chaque personne devra donner 2 000 $. Ah, il faut le savoir, tout ça, tu vois. Évidemment. Et pour 250 $, le mec qui te fait un topo de l'ensemble de ton bien. Et c'est là où tu pourrais éventuellement bricoler un petit peu sur ton offre. Attention, ouais, mais tu m'avais pas dit qu'en fait il y avait des gros travaux. L'inspection a dit que la clim était morte. Une clim, c'est 5 000 $. Ah, voilà. Donc là, tu peux jouer un petit peu.
mais tu vas pas jouer 15, 20, 30 000 $, ça n'existe pas aux États-Unis. Donc du coup, ça rend aussi un peu ces espèces d'enchères nulles, dans le sens où si c'est 80 000, tu fais venir l'inspection qui vient dans les 2 jours, tu négocies ou pas. Parce que l'inspection pourrait même te montrer que tu n'as pas intérêt à négocier, quoi. C'est très bien comme ça et c'est parfait. Là, tu fais ton offre, elle est acceptée. Une fois qu'elle est acceptée, on va parler dans des cas où les personnes investissent depuis la Belgique, le Luxembourg ou la France. On transfère les fonds dans une structure. On parlera de tous des détails peut-être après. On transfère les fonds dans une structure. Et là, ces fonds partent au Title Company. Le Title Company va être considéré comme étant le notaire de chez nous. Sauf que ce sont plutôt des avocats qui vont faire quoi? Ils vont te protéger sur l'origine du bien. Le bien, Monsieur Tartampion pourrait dire c'est mon appartement, j'en ai les clés et je vous dis que c'est moi. En France, le notaire cherche, oui, il y avait bien un propriétaire, ça a été acté, etc. Aux États-Unis, c'est le Title Company qui va garantir ton bien. Nous, on vous assure que même si dans 2 ans, dans 6 mois, dans 3 ans, il y a la grand-tante de l'oncle, de la sœur du boulanger qui dit mais non, c'était à moi, et ben on va te rembourser le prix qu'il a été acheté avec une appréciation éventuelle en fonction des années. Tu es complètement protégé. Les frais, en fonction des États aux États-Unis, ça peut aller de 1,2% à 2,5% du prix du bien acheté. Okay. En Belgique, c'est 12,5%. Je pense qu'en France, ça aussi. C'est-à-dire tout compris, 1,5%, tous les frais de transfert, tout entre. Tout, voilà. Okay. Tout. T'as aucune surprise. C'est entre 1,2 et 2,6. 2,6, c'est vraiment dans les États. Je vais parler peut-être de la Floride de l'Ouest, sur les grosses villes, etc. Même Miami, peut-être 2,2, 2,3. C'est ce qu'on appelle le closing. Le closing, c'est aller signer chez le notaire. Sauf que là, le closing, c'est ces espèces d'avocats qui garantissent le bien. Voilà, c'est une moyenne de, allez, on va dire 1,5%. 2,6, j'ai très peu rencontré. 1,2, rarement aussi. C'est 1,5% du prix. En France, je crois que c'est 10, 11. En Belgique, c'est 12,5. Luxembourg, c'est pareil. C'est énorme. Ouais. Tu achètes pour 100 000 quelque chose, c'est 12 500 de frais. Pourquoi on ne sait pas, hein, pour aller signer la redoute justement et être reçu dans les beaux bureaux du notaire. Une fois que ça c'est fait, l'argent est parti au Title Company, c'est eux qui gardent cet argent-là, ils closent la chose. Le closing, c'est ce que le notaire fait. Monsieur Untel vend son bien qui a été acheté par Monsieur Untel ou une société Untel et on a le descriptif complet du bien. En 10 jours, tu es propriétaire. Tout ce processus-là est évacué. C'est fini, tu es propriétaire. Tu reçois un titre de propriété du Title Company et là tu vas commencer à pouvoir exploiter ton bien. Pour la location évidemment, parce que c'est ce qu'on fait. Tu vas commencer à pouvoir le mettre en location. Là j'ai juste fait le processus d'achat. C'est là où je parlais de ce terme technique de fluidité. Fluidité, c'est demain si je veux vendre mon appartement, je prends un agent, je dis voilà, je veux vendre mon appartement, il estime le prix. Il le met sur un pot commun qu'on appelle le MLS aux États-Unis. Et ce pot commun est visible de tous les agents de tous les États-Unis. Ok, donc immédiatement, effectivement, il est vu par tout le monde, tous les pros. Souvent, c'est parfois même pas ton agent qui a vendu l'appartement. Et ça, toi, tu t'en fous parce que c'est transparent pour toi. Il y a des visites qui se font par des personnes qui ne sont pas ton agent. Parce que dès que ton appartement est en vente, il y a une espèce de boîte sécurisée Bluetooth. Et comme il est sur le MLS, tous les gens qui ont un numéro d'agrégation comme agent immobilier, c'est génial, ils viennent, ils visitent l'appartement s'il est vide. S'il n'est pas vide, il y a toutes des clauses qui sont mises, qui doivent contacter le locataire avant, et blablabla. Donc c'est-à-dire que même si ton agent, entre guillemets, dit bah, écoute, moi j'ai des connaissances, moi je vais le mettre sur le marché, moi je vais m'en occuper, tu as des dizaines de milliers d'agents qui vont s'en occuper aussi. Et ça, toi tu payes rien pour ça. Donc même si tu avais une agence de merde, les autres vont s'en charger de toute façon. En moyenne, un bien, quand tu le mets en vente, tu peux pas faire de la spéculation. Tu peux pas dire, sur le marché aux États-Unis, si un bien n'est pas vendu dans les 40 jours, c'est mort, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta copro, c'est de la merde, ou que tu as acheté trop cher et que tu t'es fait avoir, peu importe, ce qui est totalement impossible vu la transparence du marché. Et tu vas te retrouver à dire, le marché il est à 130, ne le mets pas à 160, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que les gens vont regarder tous les biens et vont comprendre que ça n'est pas le cas. Ce site qui est accessible par tout le monde, hein. Tu as les biens
Tu vois le bien ici, qui était à vendre 130, et bah tu vois tous les trucs qui ont été vendus autour à combien. Ouais. Donc n'essaye pas de mettre un truc à 150 si tout ce qui s'est vendu sur tous les mois derniers, etc. était à 130, ça n'a aucun intérêt, tu le vendras pas. Même un pigeon qui viendrait en disant oui, moi je veux absolument acheter, ben non, tout le monde va lui dire mais tu te fais avoir, ça n'a pas de sens quoi. Ça pourrait éventuellement marcher, mais tu vas juste reculer à la date d'échéance de vente. Ce qui n'est pas ton but si tu veux le vendre. Donc du coup quand tu le mets sur le marché, un bien entre 48 heures, parce que ça arrive de vendre un bien en 48 heures, ça arrive très souvent, très souvent, ça représente 70% des ventes même sur certains produits comme les condos, et 30 à 40 jours c'est vendu. Ok. Donc tu récupères ton argent, c'est là où je parle de fluidité. Oui, c'est vrai. J'achète et je vends comme je veux. C'est presque comme une bagnole, un téléphone, c'est comme ça là-bas aux États-Unis. Donc cette fluidité, moi, m'a plu et m'a séduite vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, faire fructifier son argent correctement, ou même des problèmes. Tu peux avoir des problèmes un jour. Tu peux te dire, tiens, j'ai investi mon argent là-bas, ça fait 2 ans qu'il me produit du dollar, c'est très bien, mais j'ai un autre projet en tête ou un souci familial, je veux vendre. En France ou en Belgique, moi je connais pas de biens qui se vendent dans le mois, et même si c'est le cas, tu seras quand même emmerdé par la procédure. Même si ton voisin te dit tu vends, j'achète. Super. Tu as ton argent dans combien de temps ? 3, 4, 5 mois. Et tu l'auras peut-être même vendu à perte. Là-bas, même si tu as besoin de thunes aux États-Unis, il suffit que tu le positionnes 5 000 $ en dessous du marché, il va tout de suite représenter un intérêt pour les investisseurs ou pour les gens qui veulent acheter. Alors du coup, c'est intéressant, ça met effectivement en lumière un aspect qui est très vrai, c'est vrai sur plein de domaines, mais les États-Unis, d'un point de vue marketing et les outils qui vont avec, parce que c'est ça, c'est en fait, dès lors qu'il y a des bases de données, ils savent les exploiter, enfin à l'américaine, quoi, ce qu'on ferait, ce qu'on fait pas en France, mais qu'on pourrait techniquement faire, parce que bon, les notaires, ils enregistrent, il y a le cadastre, il y a les trucs, mais il n'y a pas ces outils-là qui existent. On compile pas en fait. Et ouais, on compile pas et donc on rend pas simple le process effectivement. Maintenant concrètement, comment est-ce que tu recherches un appartement ? Parce que ok, tu as un site internet, tu peux avoir les prix un peu partout, mais comment est-ce que tu fais pour en trouver un ? Est-ce que tu te déplaces ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que tu vas quand même regarder un peu le quartier ? Ou est-ce que tu le fais parce que tu connais ? Ou tu peux faire juste du pur financier en disant ouais là c'est une bonne affaire ici et zou. C'est une excellente question et peut-être même la question. Quand on voit les choses de l'extérieur, ça paraît peut-être toujours simple avec les gens. Oh bah, il suffit d'investir 100 000 $ aux États-Unis et tu auras un rendement de 7, 8, 10% sur un bien. C'est tout ? Ah bah je vais le faire alors. C'est là où justement il y a des problèmes entre les gens qui passent à l'acte et les gens qui passent pas à l'acte. C'est là où j'interviens. Je me suis pété la tronche, j'ai eu des mentors. J'ai fait des erreurs, j'ai dû apprendre à contrôler mes émotions sur des trucs, parce que quand on voit de l'argent en Belgique sur un title company aux États-Unis pour acheter un appartement, concrètement ça veut rien dire pour toi. Donc il faut passer outre tout ça. Et c'est là où j'interviens. Je suis pas agent immobilier. Moi aujourd'hui, mon boulot sur la partie États-Unis, je suis plus consultant. Je ne peux pas être agent immobilier pour plusieurs raisons. Un agent immobilier aux États-Unis doit avoir un SSN, un Social Security Number, c'est obligatoire pour pouvoir exercer le métier d'agent immobilier aux États-Unis. Sinon, tu ne peux pas. Et en général, les agents immobiliers aux États-Unis sont des gens, ils ont déjà quelqu'un qui est dans le métier depuis des années, ou ils ont un très très gros relationnel et ils vivent là. Et du coup, c'est eux qui t'amènent des bonnes affaires, c'est eux qui entendent parler des bonnes choses, etc. Toi, après ton boulot, ça va juste être de travailler avec les bonnes personnes. Et c'est là où il y a tout le travail en amont, tous ces voyages que j'ai fait là-bas, tout le nombre de fois où j'ai eu des peurs, des craintes, le nombre de fois où j'ai retiré mes billets parce que je me suis dit c'est pas une bonne façon de faire, etc. Et à un moment donné, tu arrives à acquérir une expérience et une crédibilité qui fait que tu travailles avec des très très bonnes personnes qui t'amènent des très 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 bonnes affaires. Donc du coup, l'idée, si tu es investisseur et que tu veux investir aux États-Unis, tu ne dois pas avoir ce stress de dire ouais d'accord, mais qu'est-ce que je vais aller investir où ? C'est grand. Même la Floride, ok, mais je vais aller où ? Je vais faire quoi ? Même à l'échelle d'une ville, c'est grand. C'est clair, puis je vais me faire avoir, et puis ça va pas aller, puis je sais pas, machin. Ben voilà, moi j'interviens. Pourquoi j'interviens ? Parce que moi j'ai fait ça au départ pour moi. Et puis j'ai des copains qui m'ont dit ah, Seb, aide-nous, on veut le faire. J'ai aidé.
Puis après, ça a été le copain du copain. Alors là, ça commençait un peu à me faire chier parce que ça prend du temps d'aider les gens à faire ça. Bien sûr. Là, ça a un peu me faire chier. Bon, je vais bien le faire pour toi, etc. Puis à un moment donné, ça a trop grossi. J'ai eu trop de gens qui m'ont dit aidez-moi pour faire ça. Et j'ai développé des forfaits différents pour aider les gens à le faire. Et à quoi ressemble ce forfait? Je travaille aujourd'hui avec l'expérience. Je travaille avec 3 personnes aux États-Unis, 3 gros agents qui se situent dans le nord-est, dans le, on va dire le sud-est de la Floride, parce que je ne vais pas compter les Keys, le sud-est, et le centre-ouest en Floride. 3 gros agents qui font d'énormes ventes chaque année. Enfin, c'est vraiment des gros agents implantés. Et ces gens-là, en fait, en général, je reçois même aujourd'hui, j'ai plus besoin de réfléchir sur un bien. Si, j'ai toujours bien mes petites idées par rapport aux villes qui montent, etc. Évidemment, mes petites analyses personnelles. Mais en général, c'est plutôt le fait de dire que j'ai un montant, je veux investir. Je prends la température sur chacun de mes agents qui me donne tout de suite cette ville-là est en train de monter. Parce qu'aux États-Unis, c'est pareil. Tu sais toujours tout ce qui va se passer. S'ils vont faire des centres commerciaux, des hôtels, s'il y a des plans de développement de la ville, etc. À 10, 15, 20 ans, tu les connais. Sauf que on ne parle pas de l'Ariège ou je sais pas où, enfin j'ai rien contre l'Ariège, mais de l'Ariège ou de Paris ou je sais pas quoi, on te dit ça va se faire et ça se fait pas. Les États-Unis, quand ils ont un plan, ça se fait. Tu vois, si on a dit qu'il allait avoir un centre commercial là, travaux démarrent en 2020, bah ça démarre en 2020. C'est comme ça, quoi. Et tout ça, ça te permet de voir si oui ou non il y aura une appréciation, si oui ou non c'est le moment d'acheter, etc. Donc là, c'est pour faire le petit coup où tu rachèteras encore en dessous du marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les agents qui font le boulot. La sélection, c'est l'agent. Toi, tu expliques ton projet. En général, tu m'expliques ton projet. Mais voilà, moi j'ai une somme d'autant, je veux faire ça, j'habite ici, je veux investir là et je veux un rendement. Et en fonction de la personne, je vais orienter sa demande vers les agents qui seront les mieux adaptés. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus à risque. On a un turnover de locataires qui est plus important, mais où tu peux faire des 11, 12, 13% de rentabilité sur un bien. Ou alors, tu as l'investissement un peu plus pépère, où là, tu vas prendre ton 6% de rendement, 6%, 7%. Mais tu es sûr que tu ne seras jamais emmerdé. Tu as des gens qui vont rester peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis c'est comme ça, tu vois. Donc en fonction du type de personne, je vais un peu orienter son investissement comme ça. Donc aujourd'hui, je peux te dire une chose, c'est que si j'avais une enveloppe de 30 millions de dollars, elle serait dépensée, quoi. Il y a tous les jours, mes agents me proposent des trucs en me disant ça c'est super, est-ce que tu veux te positionner ou pas? Et c'est là où je parlais de ce relationnel que j'ai créé avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est des biens qui ne vont même pas sur le MLS. Ils ne démarrent pas sur le MLS. En général, les bons agents, ils ont un portefeuille pocket. Leur frigo. Ils appellent, bon, j'ai un condo 80 000 avec un locataire, c'est comme ça, c'est machin. Tu veux ou tu veux pas? Et la confiance qui s'est établie, c'est que moi je dis oui. Dans l'heure, j'envoie les fonds. 10 jours après, je suis propriétaire. Et je commence à toucher les loyers du locataire. Immédiatement. Un process que si t'es pas chaud ou si t'es frileux parce que tu dis ah ça a l'air d'être une bonne affaire mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on ne me ment pas, blablabla, et que t'as pas confiance en quelqu'un qui te dit t'inquiète pas, moi je connais le système et tu peux y aller, tu peux foncer et dans 10 jours tu touches 1000 $ par mois, il n'y a pas de problème. Si tu connais pas ça, si tu fais pas ça dans cette démarche là dans ta tête, et bien effectivement tu vas commencer à regarder des sites qui proposent des appartements à vendre et celui-là et pourquoi pas celui-ci, pourquoi pas celui-là. C'est faramineux, surtout quand on ne connaît pas le marché, quand on ne parle pas forcément anglais, quand on n'est pas sur place, quand on n'a pas toutes ces infos. Alors effectivement, bah, c'est comme pour tout, il faut apprendre, il faut se renseigner, il faut développer et toi tu as fait tout ce travail pendant des années. C'est ça. Ça fait longtemps que tu fais ça et du coup c'est une expérience évidemment qui vaut de l'or pour cette partie-là parce que bah, tu as déjà largement joué là-dessus. Alors pour le coup, on va quand même préciser 2 ou 3 notions. Sur ce truc-là, on est d'accord, il faut investir du cash, il faut avoir du cash. Là, tu n'as pas de prêt, tu n'as pas de truc, on ne parle pas et c'est aussi pour ça que c'est aussi rapide. C'est possible. Tu as plusieurs appartements que tu peux utiliser, un pour en garantir un financement par exemple. Ouais, ou même en France. C'est-à-dire que tu peux par exemple en France, si tu as déjà un appartement en France ou ta maison qui est payée par exemple, tu peux backer, donc mettre en caution ta maison pour un crédit à ta banque pour acheter aux USA. C'est complètement courant de faire ça. Donc tu hypothèques quelque chose qui n'est plus sous hypothèque en France. Tu obtiens les crédits au taux d'intérêt qu'on connaît en France et tu peux parfaitement investir aux États-Unis sans aucun problème. Maintenant, moi-même ou plusieurs de mes clients, dès que tu commences à avoir 1, 2, 3 appartements ou même un, s'il est libre d'hypothèque,
qui n'est pas baqué, c'est très facile d'aller voir une banque aux États-Unis et d'obtenir 70% de la somme valorisée de cet appartement aux États-Unis pour réinvestir. En gros, si ton appart il vaut 100 000 $, tu peux demander un prêt de 70 000. C'est ça. Donc par exemple, tu prends un appartement de 100 000 $, sur 2 ans, tu as produit 30 000 $ de bénéfices. Quand tu prends ces 30 000 $ là, tu te dis je ne peux pas acheter un nouvel appartement à 100 000, ça ne marche pas. Tu peux hypothéquer celui-ci si tu veux, prendre 70 000, tes 30 000, tu achètes un nouvel appartement. Ok. Ça ressemble à quoi le marché du prêt immobilier aux États-Unis? Parce qu'en France, on est sur des trucs, c'est des 25-30 ans, des taux qui sont presque, enfin, c'est des trucs qui n'ont pas d'équivalent, je crois, au monde. Et en Thaïlande, c'est l'extrême opposé, quoi. Alors exactement. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que tu retrouves la même chose, hein, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, c'est pareil. Par contre, tu vas pas trouver ton 1,40 négocié à la BNP, quoi. Non. Là-bas, aux États-Unis, c'est des taux à 5%. Peut-être 4,75, voire 6%. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu penses en évolution de patrimoine et en rentabilité, c'est complètement différent. Bien sûr. Quand tu vois que tu peux aller chercher du 10 ou du 11% sur un appartement et que toi, tu as fait un prêt à 4,75, il en reste. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent et tu fais encore une marge qui est presque indécente. Donc c'est un peu la construction de patrimoine sur ça. Ça existe, ça se fait. Moi, j'ai eu recours à un moment donné et puis je ne l'ai plus fait parce que j'avais plus besoin. Et puis j'ai un parc qui s'autogénère et si tu veux, mes bénéfices sont réinvestis chaque année. Donc c'est plutôt comme ça que je gère. Maintenant, ça marche, ça se fait et c'est pas forcément inaccessible, c'est pas forcément long, c'est complètement possible. Mais effectivement, 90% du temps, on investit du cash qu'on a. Ouais. Alors, autre question, du coup, c'est la partie qui va concerner alors tout ce qui est travaux, location, puisqu'on arrive à ça. Du coup, on a l'appart, on a de l'argent, donc on peut, s'il n'est pas encore occupé par un locataire, s'occuper de trouver des agents qui vont le mettre en location, c'est ça? Tout directement, ou tu peux faire quoi? De la location longue durée, tu peux, ou tu utilises un modèle différent? Est-ce que tout est accessible? Qu'est-ce qu'on fait quoi concrètement? Ouais. Alors, encore une fois, là ici, tu vas te retrouver sur quelque chose qui est tout ce que tu connaissais avant, c'est erroné. Tu le mets de côté, t'arrêtes, tu réfléchis plus comme ça, c'est terminé. Aux États-Unis, on a vraiment une philosophie qui est complètement différente. On a passé toutes les étapes, tu as les clés, t'es propriétaire. En général, l'agent à qui tu as fait confiance, c'est avec lui que tu vas gérer la gestion. Aux États-Unis, crois-moi, moi j'ai travaillé comme ça beaucoup en Belgique. C'est très difficile de trouver un agent qui te prend une commission tous les mois, machin, etc., qui gère ton bien comme il faut. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai pas trouvé ça en Belgique, où ils s'en foutaient, où ils prenaient leur marge tous les mois, mais enfin, j'ai jamais trouvé un bon agent. Si ça existe, sûrement, j'espère, mais moi, j'en ai jamais trouvé. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Personne gère son appartement tout seul. C'est complètement monnaie courante, il y en a partout. Des bons, des moins bons, mais encore une fois, ça c'est sélectionné déjà en amont. Et moi je travaille avec, on va dire les meilleurs, il y a sûrement meilleurs qu'eux, mais en tout cas pour mon business model à moi c'est parfait. Ces gens-là, tes propriétaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Premièrement, en fonction de l'inspection que tu as faite au moment de l'achat, tu vas déjà tout de suite regarder aux quelques petites améliorations que tu vas faire. Par exemple, si la clim était morte et que tu as réussi à négocier sur ça, tu vas changer la clim. Les climatisations aux États-Unis, c'est les clims centrales. C'est un moteur central qui s'est réévacué dans les bouches partout. C'est pas les cassettes comme on voit. Ça, c'est très important. Une clim qui marche pas, c'est un locataire mécontent et ça gueule. C'est normal, il fait chaud, la clim marche tout le temps. D'ailleurs, même un appartement qui est en vente et qui est vide, la clim marche tout le temps. On n'arrête jamais une clim aux États-Unis. Jamais. Donc tu vas faire les petites améliorations qui sont nécessaires, que tu aurais vues à l'inspection ou pas. Mais tu vas te profiter pour les faire tout de suite. Ensuite, encore une fois, ce qui est génial, ton agent va lister sur le MLS et d'autres sites américains, va lister ton appartement pour la location avec le montant du loyer. Encore une fois, quand il est listé pour la location, on connaît tous les loyers qui ont été payés avant.
C'est-à-dire que c'est un truc qui se loue à 800, tu t'amènes pas en disant c'est 1500, tu ne le loueras pas. C'est pas compliqué, tout le monde le sait. Et ils sont tous listés par numéro, tu peux voir le voisin, tu peux voir les photos, combien le voisin il loue, et même s'il le loue là maintenant, chose que tu pourrais pas savoir avant. Ton voisin, peut-être il loue 900 balles son appartement, toi tu loues 1400, t'en sais rien combien il loue. Aux États-Unis, tu sais tout le monde comment roule. Là, ils listent l'appartement pour la location. C'est encore une fois un marché très fluide au niveau des locataires aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a 70%, c'est les chiffres adaptés, hein, qu'on ne sorte pas, non c'est 65 ou 71, c'est à peu près 70%, 2 tiers du marché qui travaillent sous forme de location. Les Américains sont des gens qui profitent. Les Américains vivent, ils consomment. Ils achètent des bagnoles, des bateaux, ils partent, ils font des trucs, ils mangent, ils font des hôtels. La maison, c'est pas le problème premier sur 2 tiers des Américains, les gens qui consomment. Donc du coup, tu te retrouves avec un marché de locataires et beaucoup moins un marché de propriétaires. D'ailleurs, les marchés de propriétaires, quand les gens ils ont 65 ans, qu'ils ont l'âge de prendre la pension, ils vendent leur appartement ou leur maison pour partir 10 ans en truc. Et après, quand ils se retrouvent à 75 ans, qu'ils reveulent une vie sociale, ils vont retravailler au petit marché du coin pour emballer les courses et tout. Et ils ont une vie sociale et ils se sentent très bien. C'est une autre manière de vivre. Donc c'est un marché de locataires. Listé pour la location. Encore une fois, c'est pas forcément ton agent qui va faire des visites pour louer. Okay. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va te proposer des candidatures. Et ces candidatures-là, elles sont énormes. Pourquoi ? Aux États-Unis, il y a un credit score. Le credit score aux États-Unis va de 600 à 850, ou 650 à 850, ou 600 à 850. Et si tu veux, ce credit score-là, je ne vais pas le décrire, mais il est basé sur un tas de choses. Si tu payes tes factures en temps et en heure, si tu payes tes crédits, si tu as un criminal record, un casier judiciaire, etc. Même la moindre amende est notée dedans et c'est en libre accès. C'est-à-dire que les choses que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir, est-ce que le gars il est honnête ? Est-ce qu'il paye ses factures ? Est-ce qu'il a beaucoup de crédits en cours ? Parce que par exemple, tu vas savoir que le monsieur, il a, mon dernier locataire, ça m'a surpris, a 14 crédits en cours pour 2800 $ par mois. De fou, hein ? 14 crédits en cours. Et c'est pas rare. Un Américain, c'est 6-7 crédits en cours. Ils prennent tout à crédit, même les iPhones. Donc tout, bon, en même tout, temps... tout. Mais ça fait partie du credit score. Ouais. Plus tu consommes, plus tu es inséré dans la matrice et plus ça marche. Donc du coup, tu sais à qui tu as affaire, mais en plus, tu connais au cent près le montant de son salaire. Au cent près le montant de son salaire. Et il doit au minimum avoir un contrat de 2 ans derrière lui. Un contrat à durée déterminée, avoir le même emploi. Si tu as travaillé sur 10 emplois différents sur les 2 ans derniers, ça pue un peu pour avoir une location. Limite, le propriétaire va peut-être même augmenter le loyer et ça sera normal. T'as pas un bon crédit sport, 2000, tu seras à 1300 et tu me donneras 3 mois de loyer. Et tu diras oui parce que t'as pas le choix. Ouais. Donc on a vraiment un marché de propriétaires. Là ici, quand tu as ça sur ces candidatures, tu as le crédit score. Plus proche de 850, tu es une bête. De 850, tu es une bête. À 650, soit tu es novice ou soit tu as eu beaucoup de problèmes dans le passé. Et donc c'est toi qui vas pouvoir placer la barre de ton locataire pour être sûr d'avoir ton loyer en temps et en heure. Comme on n'est jamais sûr, il y a un truc qui est génial aux États-Unis. Ton loyer n'est pas payé, tu es tout de suite mis en demeure. Ton loyer c'est le premier. Le 2 il n'est pas là, tu as un coup de fil. Le loyer n'est pas là. Tu vas pouvoir dire éventuellement oui je sais, férié hier ou j'en sais rien, je l'ai envoyé aujourd'hui. Ok, on veut la preuve. Si c'est le cas, tu recevras quand même un avertissement. On te dira désolé mais le propriétaire c'est le premier, c'est pas le 2 quoi. Donc ça c'est une fois. C'est qui s'occupe de ça? L'agent? C'est automatique? L'agent, c'est automatique, c'est complètement automatique. Complètement automatique. Et c'est tellement automatisé que l'agent prend des frais à chaque fois sur ça, mais pas sur toi, sur le locataire. S'il lui envoie un truc, c'est 25 $. Okay. Donc c'est même pas toi qui paye, c'est l'agent qui prend sa com parce qu'il a dit à l'autre, oh, t'as pas payé. 5 jours après, t'as pas ton loyer. Là, tu as une procédure qui est engagée. 1, tu as 48 heures pour payer. 2, tu as 10 jours pour partir. C'est pas compliqué. À l'issue de cette procédure d'éviction, à l'issue de cette procédure qui est traitée par un tribunal,
L'application du jugement peut mettre une semaine ou 10 jours à se mettre en place. Donc une éviction aux États-Unis pour un locataire qui ne paye pas, c'est un maximum de 3-4 semaines. Moi, ça m'a duré 1 an et des bourrettes, je crois. Une En France ? procédure comme ça en France, ouais. Non, en 3-4 semaines, le gars est parti. Et s'il avait laissé 2 mois de caution, de toute façon, les 2 mois de caution sont pour toi. Parce que quand tu loues un appartement, c'est les 2 mois de caution, le premier mois de loyer. Et en général, quand tu es suspicieux sur le locataire, c'est le dernier mois de loyer aussi. Ok. C'est plié. Ouais. La donne est dite, la messe est dite, c'est fluide pour acheter, c'est fluide pour louer. En général, quand tu achètes quelque chose, s'il n'y a pas déjà un locataire dedans, parce que moi, comme j'ai mes agents qui ont pas mal de choses qui sont listées en pocket, c'est des investisseurs qui avaient déjà un appartement, qui le vendent pour des raisons XY, qui vont réinvestir dans autre chose, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on me propose déjà des biens qui sont déjà loués. Donc du coup, 10 jours et pouf, ça tombe, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Souvent, le transfert de fonds est plus long que l'achat en lui-même, quoi. C'est un truc de fou. Donc tu vois, la location, non seulement tu n'as pas de problème pour trouver, ça prend à peu près entre 15 jours et 1 mois et demi pour louer un bien. Sauf sur une période, la période Thanksgiving, donc la fin d'année, entre novembre et janvier. Si tu achètes un bien là, soit tu as fait une bonne affaire et tu dis c'est pas grave, il sera loué en janvier, ou alors tu achètes quelque chose qui est déjà loué. Sinon, dans cette période-là, les Américains font rien. À part consommer, à part partir éventuellement en vacances, etc., ou être en famille ailleurs dans les États-Unis, ils ne déménagent pas. Okay. Donc, trouver un locataire dans cette période-là, ça relève de la chance, quoi. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas, un divorce, un truc, le mec il fallait un appartement, il l'a pris. Donc voilà un petit peu le marché, comme je te disais, fluide dans l'achat et immédiatement fluide dans la location et immédiatement sécurisant. Parce que à part perdre 1 mois de loyer, mais de toute façon garder les 2 mois de caution, c'est fini. Et de toute façon, cette procédure-là te coûte en général, alors ça c'est à négocier avec ton agent, soit elle te coûte 500 $, ou c'est ton agent qui surfacture ce truc-là et qui prend des frais au passage. Ça c'est un petit peu selon. Mais tu mets quelqu'un dehors très très vite. D'ailleurs, si tu te fais virer d'un appartement, sache une chose, c'est qu'après pour en retrouver un autre, c'est peine perdue. Ou alors tu paieras ton loyer 2 fois plus cher. Donc aucun Américain n'a intérêt à faire ça. Évidemment. Ouais. Ça coûte combien du coup un agent qui prend en charge la gestion parce qu'on n'a pas d'idée précise et puis ça va nous amener directement du coup à la fiscalité puisque c'est des frais déductibles théoriquement et puis voir un peu comment se passe l'impôt si tu organises en société, si tu payes en perso, enfin bref, ça c'est un sujet qui va intéresser aussi. Bien sûr, c'est une grande importance. Au niveau de la gestion, il y a plusieurs façons de gérer qui existent, mais surtout de la manière dont moi je travaille. Pourquoi ? Parce que je travaille avec 3 agents qui sont très séparés, qui proposent des biens différents. Donc nord-est, sud-est et centre-ouest Floride. Centre-Ouest Floride, il y a un tout nouveau concept qui a été lancé par mon agent qui est sur le Centre-Ouest. Je ne vais pas faire de pub, voilà. Enfin bon, c'est un tout nouveau concept. Ça fait maintenant une bonne année qu'ils tournent. Ils ouvrent même des franchises tellement ça marche bien. C'est une gestion fixe. C'est 49 $ par mois, point. Ouais. Ouais. Et crois-moi, ça peut monter de 2 à 3% ta rentabilité annuelle, la gestion. Ouais, si elle est bien faite. Donc tu as plusieurs choses. Aux États-Unis en général, tu as les paliers. Tu n'es pas connu de personne, c'est 10% de gestion mensuelle. Et on s'occupe de tout. Donc l'agent qui s'occupe de ça s'occupe vraiment de tout. Tu n'as rien à faire. Mais rien. Ils vont même jusqu'à faire tous les 3 mois, la première année, une visite d'inspection chez le locataire s'ils ne sont pas sûrs. Ils vont voir si c'est propre, si c'est machin, et tu reçois un truc te disant on y a été, ils prennent les photos. La vaisselle n'était pas faite, le machin, la machine à laver, c'est dégueulasse, ou alors au contraire c'était nickel, tous les 3 mois. Donc ça c'est des services qui peuvent se rajouter. C'est 10%. Et les seuls frais que tu as, c'est quand ils trouvent un locataire. La moins bonne des commissions, c'est qu'ils te prennent le premier loyer. Et la meilleure des commissions, c'est qu'ils te prennent la moitié du loyer. Sauf chez mon partenaire de Centre-Ouest Floride qui fait un carton pour le moment. Lui, il prend, quel que soit le prix du loyer, il prend 399 $. Il l'a bien marketé. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Il te prend 49 $ pour la gestion.
Donc chaque coup de fil, allô, j'ai un robinet qui fuit, allô, la machine à laver marche pas, allô, la clim, il y a un problème, n'importe quoi, c'est lui qui va gérer de trouver le contracteur. Donc le contracteur, c'est la personne qui va être chargée de faire les travaux, qui va trouver dans son portefeuille, d'envoyer la personne le plus rapidement possible, etc. Après, encore une fois, il y a les curseurs à mettre en place. C'est toi qui décides. En dessous de 500 $, il fait ce qu'il veut. Au-dessus de 500 $, vous m'avertissez. Tu mets les curseurs comme tu veux. Donc le pire, c'est 10%, un mois de loyer. Le mieux, quand tu es connu, c'est 7% et un demi-loyer. Et ensuite, cette nouveauté qui va s'étaler sur les États-Unis, parce qu'il ouvre 3 franchises sur tout l'ouest Floride cette année. 3 franchises, t'imagines? C'est un truc de fou, parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme. Là, c'est 399 $ et 49 $ par mois pour la gestion de ton appartement ou de ta maison. C'est imbattable. C'est le prix le plus bas du marché américain. C'est imbattable. Et je te raconte même pas, quand on a fait des simulations, j'ai fait des simulations à mes clients. Et voilà, vous mettez ça ici. Les gens me disaient, ah, j'ai trouvé une bonne affaire en Floride, ta. Il me faisait son truc, je dis, ouais, mais si tu es là-bas, tu vas être obligé de travailler avec une gestion à 10%. Par contre, pour le même montant, moi je t'ai trouvé un appartement qui est déjà loué, dans un super quartier, qui s'appréciera sûrement de 2 à 5% par an, avec une gestion à 49 $. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Là-dessus, tu peux gagner 2 à 3% par an en plus en rentabilité à ce sujet-là. Donc la gestion, voilà comment ça se passe. Et en général, on ne t'embête pas. C'est tellement rodé, c'est tellement clair, c'est tellement... les Américains, en fait, quoi qu'on en dise, après, c'est d'un point de vue purement business. Encore une fois, c'est les gens qui ont étudié tous les trucs pour rendre les business fluides, tous. Ça vaut, par exemple, Stripe, c'est un truc, avant, quand tu connais un peu Internet, pour installer un système de paiement par carte bleue sur un site Internet, c'était n'importe quoi. Enfin, fallait voir ton banquier qui te file un machin, un truc, c'était des autorisations, des abonnements à 300 balles. Aujourd'hui, en 2 lignes de code, tu as Stripe, tu prends la carte bleue de n'importe qui dans le monde, c'est eux qui sécurisent, ils t'envoient les fonds sous 2 jours ensuite dans n'importe quel pays du monde aussi. C'est infernal. Mais c'est pour dire effectivement que la spécialisation américaine, c'est quand même là-dessus, c'est tout ce qui fluidifie les marchés. On veut que ça roule. Ouais, le principe que tu évoques là sur l'agent qui facture du fixe et pas cher, ça me rappelle beaucoup les startups qui ont disrupté certains secteurs, parce que c'est vraiment une mécanique qui est comme ça, c'est on prend un problème, ouais, c'est quoi un problème de masse? Les propriétaires, ils ont quoi comme problème? La gestion. Bon, la gestion, c'est quoi le problème principal? C'est que c'est cher et que c'est pas lisible. Bon, on va faire un prix fixe, et on va mettre un truc qui est imbattable et on va arroser le marché, on va se récupérer sur le volume. C'est comme ça que marchent toutes les startups. Et c'est effectivement une question de philosophie, je pense. Donc ceci dit, voilà, ok, ça a bien débroussaillé le terrain. Là, on a un bon cours, non? C'est passionnant, effectivement. Bonne gestion. Et pour le coup, il nous reste la partie donc de la propriété, du coup, directe ou indirecte. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Comptabilité, les impôts. Est-ce qu'on se fait massacrer par les impôts en foncier comme en France ou en Europe? Ou est-ce qu'on a des montages qui sont plus intéressants? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu pratiques? Et puis, un petit peu comment tout ça s'organise. Encore une fois, une question très intéressante et hyper importante. Comme je le disais, il ne suffit pas d'avoir par exemple 100 000 $ et dire je veux les investir. Il y a un process derrière. Et le process de départ, il se travaille et il se prépare. Pourquoi? Comme je le disais, le plus souvent, c'est envoyer les fonds qui est difficile ou qui prend du temps. C'est normal, c'est de l'interpays, c'est mondial, etc. Ça prend du temps. Mais aussi, il faut se structurer. Comment j'achète? Aux États-Unis, l'achat en nom propre est vraiment extrêmement peu répandu. C'est toujours un achat qui est fait derrière une LLC, qui est une forme de société aux États-Unis, ou une corporation, qui est une autre forme de société aux États-Unis. L'idée, c'est de reprendre un peu le fonctionnement d'une SCI en France, quoi. Voilà, on ne possède pas directement, on va mettre une société pour des questions de gestion, pour plein de raisons. Ça permet de s'associer aussi parfois, d'avoir d'autres avantages comme de grouper des agents. Enfin bref, il y a exactement. Ou des responsabilités aussi également. Tu te caches derrière une société en cas de problème. C'est même pas se cacher forcément, c'est aussi séparer son patrimoine. Oui. C'est avoir un niveau de fusible par exemple, ce qui fait que effectivement c'est pas moi qui est responsable, c'est pas mon appartement, c'est celui de la société dont je suis actionnaire ou propriétaire. C'est mieux dit et c'est juste. Tout à fait. Non mais c'est vrai, c'est ce que je voulais dire, mais c'était pas un peu. On est tellement sérieux qu'on devient trop sérieux. Donc l'idée c'est de préparer. C'est pour ça que moi dans mes 2 forfaits que je propose à mes clients, tu as un forfait qui est un forfait d'accompagnement assez court, c'est-à-dire
je fais un Skype en général d'1 heure, je cerne, j'oriente, on agit, et quand le bien a été acheté, entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est plus mon client, mais il vole de ses propres ailes. Ou le deuxième forfait, c'est la même chose, mais je l'accompagne pendant 1 an pour toutes ces questions. S'il y a la moindre chose qui ne va pas avec l'agent, ou il ne s'entend pas avec lui, ou l'agent ne répond pas à ses mails, ou il y a des choses qui le turlupinent, voilà. Et qu'est-ce qu'on discute pendant cette heure de Skype? C'est comment on va structurer la chose. Il te faut, 90% du temps ça marche comme ça, il te faut une LLC. Créer une LLC, ça coûte 800 $ à peu près. Ça va très vite, il faut trouver un nom. Il faut incorporer la société. C'est l'équivalent de dire je monte ma boîte, quoi. Je fais mes statuts, je monte ma boîte. Qui va être dedans? Est-ce qu'il y a madame, monsieur? Est-ce qu'il y a monsieur tout seul? Il y a des enfants peut-être aussi? On peut mettre madame, monsieur et les 2 enfants. Ça marche? Structuré. Une fois que la LLC est structurée, il faut qu'elle soit managée obligatoirement par une comptabilité. D'accord? Et en général, c'est à cet endroit qu'arrivera l'ensemble des documents de la société. Et c'est la comptable qui gérera tous les documents qui arrivent et qui gérera la comptabilité. Donc ça sera le point. Tu vois, tout ça, encore une fois, hein, de 100 000 $ de je veux le faire. Ah oui, il y a des obstacles, sinon tout le monde le ferait. Il y a des maillons. Il y a un process, parce que sinon ça ne va pas. Donc là, évidemment, nous, le process est complètement rodé à ce niveau-là. Que ça soit n'importe où en Floride, je fais l'incorporation et je monte la truc, mes agents s'en occupent. Pour la personne, le seul souci, c'est de trouver un nom et de dire qui doit être dedans. Ça s'arrête là. Et de fournir des documents légaux qui sont passeport, identité, etc. Ensuite, le deuxième obstacle, c'est ouvrir un compte. Ouvrir un compte aux États-Unis, si tu n'es pas là sur place pour ouvrir le compte de la LLC, si tu n'es pas là sur place, on ne t'ouvrira pas ton compte. Il faut que tu sois là sur place. Donc, tu as les 2 volets des clients. Le volet des clients qui dit moi j'investis, mais j'irai dans 6 mois. Non seulement j'irai voir dans quoi j'ai investi, mais en plus j'irai peut-être finaliser un tas de papiers. Qu'est-ce qui se passe? En général, c'est l'agent qui ouvre, qui est entre guillemets l'ouverture de la société de la LLC. Et il est le gérant de la LLC. Ce qui fait qu'il peut ouvrir le compte à ton nom, au nom de l'entreprise, en étant le référent local, avec son Social Security Number. Et toi, quand tu viens aux USA, tu fais la machine arrière, tu dis voilà, moi je reprends l'ensemble du truc sur les comptes, c'est moi qui ai le pouvoir de décision sur tout. Tu vois, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi j'ai des clients, il y en a, je crois que les derniers, j'en discutais avec Fabrice il y a pas si longtemps que ça, les derniers ils ont mis 3 ans à venir. Ouais, ça n'urge pas. Ça n'a aucune urgence. Si tu veux, pendant 10 ans, tu fais pas. On t'en fous en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que tu as plein de gens qui vont dire ouais, mais moi, enfin j'en ai certains du moins parmi mes clients aussi, certains qui me suivent, qui veulent pas apparaître aussi, c'est de dire ouais, mais attention, moi je veux pas être fiché aux États-Unis, pas machin, compte bancaire, truc avec la France. Enfin, on a l'impression que ça enclenche une grosse machine aussi, que ça puisse faire peur. Donc effectivement. C'est ça. Donc du coup, on monte la LLC, on ouvre le compte. Si la personne est sûre, et en général quand on me contacte après l'heure de Skype, c'est soit non ou soit oui, je vais réfléchir, mais enfin je sais pas, tu sais ce que tu vas faire. Quand c'est oui, moi ce que je recommande de faire, c'est d'envoyer les fonds que tu as dédiés à ton achat sur ta LLC aux États-Unis. Pourquoi ? Aux États-Unis, et c'est là où on parle justement, on bloque aucun bien. Tu peux pas dire bonjour, je me positionne sur ce bien à 100 000 $ à 100 000 $ et je l'achète. On va dire oui, bien sûr monsieur, pas de problème. Vous faites un crédit? Non, c'est sur fonds propres. D'accord, prouvez-nous les fonds propres. Moi à l'époque, j'avais carrément dû envoyer des documents de mon compte en Belgique pour dire que j'ai bien les fonds, quoi. Ouais. Sinon, le vendeur en face ne va pas te privilégier, il va dire non, lui, on va signer, il va m'emmerder, moi je vais signer à quelqu'un qui a les sous. Donc, quand tu envoies l'argent, ça peut prendre entre 5 et 8 jours. Au moins, l'argent, quand il est sur la LLC, dès que tu as sélectionné le bien, dès que tu es sûr du bien que tu veux, ouais, tu peux y aller immédiatement. Ouais. Dans l'heure, l'argent il est au title company.
et la vente elle est finie quoi. Ceci dit, ça dépend vraiment des pays pour le coup, parce que ça dépend aussi. Enfin, si tu essayes de faire un virement de la France ou du moins de l'Europe en général, ils vont toujours, surtout si c'est une somme d'argent qui part, mais également s'il arrive, toujours vouloir à quoi ça sert et donc t'es bloqué. Il n'y a pas d'exemple dans mon entourage proche où les gens n'ont pas mis effectivement des délais qui sont incroyables, là où on met 12 heures pour faire des virements États-Unis-Chine, Chine-États-Unis, dans tous les sens. C'est purement européen. Ouais, c'est purement du flicage inutile et ça met des grains de sable effectivement, mais ça peut être très très rapide. Du coup, on peut quasiment acheter dans l'après-midi. Finalement, si tu as les fonds et que tu es capable de les transférer vite, ça peut être extrêmement rapide encore. Et là encore, c'est vraiment l'Europe ça. C'est ça. Donc du coup, on globalise le projet, on monte la LLC, on ouvre le compte et on envoie l'argent sur la LLC. C'est ce que je préconise pour pouvoir se positionner rapidement. Une fois que ça s'est fait, il y a tout le processus qu'on a discuté après. 10 jours après, tu es propriétaire. S'il y avait un locataire, c'est tant mieux. On va te donner le numéro de compte et c'est ton agent qui gère et tous les loyers vont tomber directement sur ton compte. Point barre. Sur le compte de la LLC. Sur le compte de la LLC, pardon. Donc tout ça, ça se fait tout seul. Ou alors, on enclenche le process de trouver un locataire. Et puis après, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est jamais 6 mois. Hein. Si c'est 6 mois, c'est parce que tu as mis un truc à 2000 $ et qu'on vaut 800. Si tu es dans le marché, ça se louera tout de suite. Donc ça, on envoie le truc. Et puis, il se passe 1 an. Et pourquoi je dis 1 an ? Parce qu'en général, au bout d'1 an, les gens ils disent moi j'ai pris des sous-sous. J'ai eu des loyers, c'est tombé sur le compte. Qu'est-ce qui va advenir de cet argent ? J'ai 2 profils de clients. Un premier profil qui est un profil purement d'investisseurs. Ce sont des gens qui sont dans la vie active, qui ont un travail, qui font des choses dans leur vie, mais ils ont accumulé une certaine somme. Et cette somme-là, ils voulaient l'investir différemment. En Europe, ils voulaient la mettre par mois aux États-Unis. Ils mettent cet argent-là là-bas aux États-Unis, mais ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une LLC, tant qu'elle capitalise de l'argent, tu ne payes pas d'impôt. Il n'y a rien, c'est zéro. Donc si tu laisses tourner que tu reçois 20 000 $ de loyer tous les ans, pendant 3 ans, au bout de 3 ans, tu as 60 000 $ sur ton compte qui ne sont absolument pas fiscalisés. Tant que ça reste dedans, tu ne fais rien. Ensuite, il y a un deuxième volet. Deuxième volet, ça va être que quand tu vas sortir cet argent-là de l'impôt, encore une fois, tu as 2 modèles. Soit tu habites en dehors des États-Unis, soit tu habites aux États-Unis. Tu habites aux États-Unis, le problème ne se pose pas, tu sais ce que tu as à faire. Par contre, quand tu n'habites pas aux États-Unis, il faut sortir cet argent-là, il va falloir à un moment donné qu'il soit fiscalisé d'une manière ou d'une autre. Le maximum que moi j'ai vu, c'est 15%. Souvent, par des déductions, etc., que la comptable fait, ça tombe en dessous de ça. Mais le maximum que moi j'ai vu, c'est 15%. Et le big intérêt entre la Belgique, le Luxembourg ou la France, c'est qu'il y a une convention de non-double imposition. 1971, je crois, ou 69, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et donc, du coup, tout l'impôt que tu auras payé aux États-Unis, tu ne le repayeras pas en France parce que ça a déjà été fait. Donc, grosso modo, on va dire que l'argent qui sort des États-Unis, qui revient chez toi en France, en Belgique ou au Luxembourg, peu importe dans le monde, il sera déjà défiscalisé. Par contre, après, il sera à remettre dans ton assiette fiscale du moment et on verra bien si oui ou non ça te fait ressauter dans une tranche ou pas. Donc il va être remis dans ta tranche fiscale. Et bien sûr, tu ne repayeras jamais plus d'impôts de cette somme-là que ce que tu as déjà payé aux États-Unis. En général, c'est zéro. Il faut déjà avoir des niveaux assez élevés, etc. Pour commencer à dire tiens, ça me fait basculer, ça me fait ci, ça me fait ça. En général, c'est zéro. Encore une fois, de ce point de vue-là, c'est pas vraiment un problème. Parce que ça soit sur la Belgique, le Luxembourg ou aussi la France. Alors la France, c'est un tout petit peu moins mon domaine, c'est plus le domaine de mon agent du sud-est de la Floride. Mais j'ai les solutions, mais c'est pas moi qui les gère. Moi, je gère plutôt la Belgique et le Luxembourg. Et là, en fonction de si le client a des vraies questions dès le départ, en disant voilà mon assiette,
voilà mon problème aujourd'hui. Si je fais ça, j'aimerais quand même connaître mon impact, mon vrai impact derrière. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on peut lui fournir des simulations. Bon, entre nous, après, c'est pas forcément la meilleure solution que de vouloir rapatrier des dollars en Europe, surtout quand on voit la tournure que prend un peu l'euro, les monnaies, et puis bon, après, la politique en général. Disons qu'il y a une autre optique, je pense, à laquelle tu envisages, c'est le réinvestissement. Voilà. Ce que moi, j'ai eu, c'est des gens qui étaient, on va dire, pseudo-rentiers. Ils avaient des rentes, peut-être de 2000 € en France, etc., pour des sujets XY, et ils voulaient se faire un complément de rente. Et du coup, les 8 ou 900 dollars qu'ils ont tous les mois nets de leur truc, ils aiment bien les rapatrier. Ok, c'est un profil. Mais 80% des gens qui investissent, c'est pour faire grossir cet argent-là et pouvoir réinvestir en dollars après derrière. Ça, c'est vraiment le plus gros. Donc en général, l'argent ne sort pas des États-Unis. Mais il peut, c'est pour montrer qu'il peut sortir. Ok. Pareil, dans le cadre d'une revente, là pour le coup, on sera sur une grosse somme beaucoup plus importante. Comment c'est fiscalisé sur la revente? Comment est-ce qu'on est taxé ensuite en Europe? Alors, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value en Floride, etc. Machin. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont jolies et magnifiques. Tu vas juste avoir une chose qui ne te paraîtra peut-être pas normal en tant qu'Européen, en tant que système qu'on connaît avant. C'est que quand tu vas revendre un bien et que tu vas vouloir sortir l'argent, on va te retenir une somme qui est en général de 15%. Pourquoi? Parce que on va vouloir s'assurer que tu as payé tout ce que tu devais. Les property tax, d'éventuels impôts de société que tu n'aurais pas payé, etc. Et on va s'assurer que tu ne te barres pas en disant moi je me barre et puis quand arrivera l'année prochaine l'heure du bilan, moi j'habite plus aux États-Unis, je te mets une ardoise de 10 000. Ça n'existe pas aux États-Unis. En France, il y a un mécanisme comme ça. Ils ne clearent pas la totalité des fonds immédiatement non plus. Tu as un mécanisme où ils font quand même un peu de rétention et tu touches 6 mois, 9 mois parfois après la revente. C'est vrai que moi je suis belge et en Belgique on n'a pas du tout ce système. C'est complètement free et défiscalisé. Tu vends quelque chose, tu te barres, mais un an après, mais t'habites à l'autre bout du monde, c'est fini. Voilà. Clair. Donc il y a ce petit truc là. Alors c'est pas de l'argent perdu, mais soit donc il y a des documents spécifiques qui peuvent être remplis rapidement par ta comptable pour faire en sorte que ça ne soit pas bloqué longtemps, que ça soit bloqué 1 mois et demi par exemple ou 1 mois. Donc là elle va dire par exemple que non, c'est de l'argent qui doit sortir tout de suite parce que la société se clôture et que c'est ça. Donc là ils vont tout de suite checker au lieu d'attendre 1 an pour checker. Ils vont tout de suite checker, dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça n'a pas été payé. Ah si, ça a été payé, c'est bon, vous avez retenu 15%, il repart directement chez vous. Ou alors si c'était pas payé, qu'il y avait des choses à payer, des rananars, des choses qui étaient un peu comme ça, non, ils vont dire on vous déduit 2 3 000, 4 000 $ de ce que vous n'avez pas payé, on vous redonne le reste. Ce qui est tout à fait légitime. Bien sûr. Et tout à fait normal. Et ça c'est rare. J'ai rarement vu des clients qui ont sorti de l'argent. Les clients qui rentrent sont frileux au départ. C'est normal, tu as toujours peur de ce que tu connais pas. Je pense que c'est un mécanisme. C'est clair, tu t'envoies à l'autre bout du monde. Tu es outre-Atlantique, toutes tes économies s'en vont, elles vont de l'autre côté. Il faut une confiance qui s'établisse. De toute façon, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens que je gère. Si tu ne me fais pas confiance, si tu n'as pas confiance en mes agences, si tu n'as pas confiance au système que je te propose, alors on ne fait pas le deal ensemble. On se rappellera quand tu auras une vraie confiance qui s'installe. Parce que je peux rien faire avec quelqu'un qui n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il suffirait que je lui dise que c'est 15 jours pour trouver un locataire et puis que c'est 1 mois, la confiance va partir. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut être à un moment donné où justement, je sais pas, c'était pas 15 jours, c'est 1 mois. Bon, à un moment donné, la confiance c'est difficile à avoir la confiance, mais par contre, elle est facile à partir. Donc dès le début, j'essaie vraiment de lever toutes les questions des gens. Mais après, la dernière, c'est il faut me faire confiance. Il n'y a pas. Non, c'est clair. Mais après, c'est un schéma légal. Tout est légal, tout est correct. Je veux dire, c'est clair. Tout est à eux. Mais moi, si je m'envole derrière, ils auraient peut-être parfois peur de dire ouais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis tout seul. Seb, il n'est plus là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'ensemble des agents. Moi, je me contente pas de dire ouais, je connais les agents, on va faire ça. Ah non. Ils ont un lien direct avec ces agents. Alors j'ai des agents qui sont que américains. Là, ils ont des liens directs si les gens ont des niveaux d'anglais
corrects et qui peuvent gérer ça avec eux. Et à ce moment-là, ils se débrouillent. Sinon, sur le centre-ouest et le sud-est, j'ai chez ces agents-là, qui ont en général soit une dizaine ou une quinzaine de personnes qui travaillent pour eux. Sur les 15, il y en a 5 qui parlent français, quoi. C'est un très très grand avantage. Et Fabrice sur le centre-ouest est français. Il a un très très gros portefeuille de clients sur le centre-ouest. Et Fabrice, ils sont en relation directe. Et c'est une personne qui, si tu as besoin, il faut qu'on s'appelle. Alors ok, il y aura des rendez-vous qui vont se prendre parce qu'il y a des décalages horaires importants. Il va répondre. Fabrice, j'ai une inquiétude. Même si c'est moi qui t'ai mis en relation avec lui, tu auras cette personne en relation. Okay. Fabrice, j'ai un petit souci, je voudrais bien parler de ça avec toi par rapport à l'appartement, machin, est-ce que c'est... Il te répondra. C'est là qui fait toute la force de ce que je propose, c'est que je travaille avec des gens qui sont comme moi. Je travaille pas avec des gens qui ont juste vendu, qui se barrent. Je tiens aussi à préciser une chose qui est importante, ça on m'a fait parfois des commentaires comme ça un peu violents, méchants. Moi je fais un forfait d'accompagnement et puis ça s'arrête là. Après j'ai plus rien moi. L'agent, lui, il va gérer ta gestion. Donc, les agents qui ont donné la gestion, c'est eux qui ont la gestion en poche. L'agent, il a une commission quand il vend, c'est normal. Voilà, t'as une commission quand tu achètes, il en a une. S'il revend pour ton compte, il aura une commission aussi. C'est logique. Moi, j'en ai pas. Mais c'est normal après, effectivement, que l'expérience se paye. C'est quelque chose. Après, tu as le choix. C'est toujours la même option. Moi qui suis dans le domaine de la formation, tu peux te dire, mais toute la connaissance du monde, tu l'as sur Wikipédia, sur YouTube. Tu peux te déplacer, tu peux y aller, prendre un billet d'avion, parcourir le truc, chercher les gens. Après, voilà, c'est toujours la même chose. Si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Mais simplement, après, c'est une question de temps et d'énergie et surtout de cohérence, quoi. Si ton boulot, c'est de devenir agent immobilier aux États-Unis, ouais, va te promener. Après, si ton boulot c'est de faire fructifier du patrimoine, faut passer effectivement par des choses qui sont spécifiques, qui sont là pour avoir fait le travail à notre place avant, avoir éliminé les erreurs, baliser le parcours et aller plus vite de l'idée à la réalisation, à la concrétisation. Et je dis ça pourquoi? Parce que tu vois en général, les gens qui me contactent, je fais aucune publicité avec ça. Je fais rien. C'est à chaque fois du via-via. C'est des gens avec qui j'ai fait, qui finissent par m'envoyer des gens en me disant tiens, mon voisin, ma soeur, mon frère va passer par toi et on repart dans le package d'accompagnement complet. En général, ces gens-là ont déjà été un peu briefés par la personne qui envoie, donc ils sont déjà un peu en terrain connu et ils sont peut-être déjà allés aussi une fois ou deux aux États-Unis. Ils connaissent un peu, ça les rassure, etc. Donc du coup là, on rentre vraiment vite dans une confiance et on sait de quoi on parle. Par contre, effectivement, les gens qui arrivent, ils disent moi j'ai de l'argent, je veux l'investir, mais je veux tout savoir, etc. C'est parfois effectivement le point bloquant, ça reste la confiance. Parce qu'en général, à la fin, ils me disent ouais, c'est bien ce que tu me dis, c'est sympa, etc. Mais bon, qui me dit que machin, qui me dit truc. Quand tu commences à devoir lever toutes ces... Quand tu investis en bourse, c'est la même chose. Tu es un broker, t'envoies 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, et même certaines personnes 1 million en un clic de souris. Et à un moment, effectivement, les transferts de banque, c'est la même chose. C'est-à-dire, on appuie sur un bouton et puis on espère qu'il arrive. Mais bon, les schémas sont balisés. C'est plus dangereux aujourd'hui d'investir dans les pays où il y a peu de recours, voire pas de recours, où il n'y a pas de système bancaire traquable. C'est de moins en moins le cas, mais ça on existe encore. Plutôt que d'investir dans les pays occidentaux où il y a des garde-fous à tous les niveaux et dans tous les sens, quoi. C'est aussi ça qui est rassurant, sans doute plus que d'investir en Thaïlande, parce qu'on parle beaucoup moins d'arnaque. C'est vrai que l'arnaque en Thaïlande, c'est un truc qui revient beaucoup en général, plus particulièrement dans l'immobilier, parce qu'évidemment, les gens profitent de la méconnaissance de touristes à qui on vend la carte postale un peu qui est derrière nous. Regarde, ça serait pas génial si tu avais un appartement ici plutôt qu'un boui-boui à Rouen. Oui, évidemment que la question c'est oui. Maintenant, derrière, on va te vendre un truc qui n'est pas au prix du marché, on va te vendre de la location qui n'existe pas, on va te vendre de la rentabilité qui est fumeuse et ainsi de suite. Donc oui, ça existe et comme dans toute chose, faut vérifier, il faut recouper, il faut s'intéresser. Il ne suffit pas effectivement de dire je veux le faire et que ça s'opère tout seul. Il y a toujours un processus effectivement et toi tu es un facilitateur finalement. Et puis je suis dans le même bateau. Ouais. C'est-à-dire que moi aussi j'ai de l'immobilier, moi aussi je le gère. Donc du coup la personne qui demain je vais accompagner aura sa LLC. Moi je suis en corpo pour des raisons qui me sont propres, fiscales, etc. Et la personne lambda demain qui va venir en LLC, elle est dans le même schéma que moi. Elle aura investi dans les mêmes endroits que moi. On est dans le même bateau. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure,
l'accompagnant, c'est plus mon client. C'est pas ce que je veux dire, c'est qu'après je lui apporte plus de soutien. Mais souvent, en général, je développe des liens avec ces gens-là. Et souvent, quand ils veulent acheter le deuxième bien, ils pourraient passer directement par l'agent, mais ils reviennent vers moi. Directement en me disant voilà, je vole de mes propres ailes, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Il y a même des gens à qui moi-même j'envoie du pocket parce que je sais qu'ils voudraient refaire un petit peu plus et je sais que c'est des gens que je vais pouvoir faire confiance au niveau du curseur de décision, le même que le mien. C'est-à-dire que des fois je leur envoie du pocket de mes agents. On chope des appartes qui sont super intéressants parce que le propriétaire est un retraité qui veut absolument partir, il veut acheter son camping-car, c'est maintenant, c'est lui qui baisse le prix. C'est listé à 100 000 partout, lui il dit moi c'est 85 pour celui qui me donne maintenant quoi. Bon bah moi si j'ai pas le cash, si je peux pas le faire ou que mes copains peuvent pas le faire, j'ai des clients qui me disent non, moi je serai ok et je te ferai pas faux bon. Parce que ça faut pas faire par contre. Ah bien sûr. Faut pas dire donne-moi du pocket et puis les refuser ou alors ne pas les mener à bien. Ça, bien. Donc tu vois tous ces gens là ça crée une communauté au final. Et je reste toujours derrière eux malgré tout parce que même qu'ils ont des relations avec l'agent, même qu'ils se débrouillent avec eux tout le temps, ils ont toujours ce petit retour à la source pour parfois valider. Tu sais qu'il y a des trucs tout cons, ACH, routing number, toutes ces conneries là. Tout ce qu'on connaît pas quoi. Il y a des gens, moi ils reviennent vers moi derrière en disant écoute, je dois faire un virement avec mon compte américain. Alors là, il y a 500 000, disons que j'aimerais pas me machin, bah, c'est ça. Et ils disent mais comment je fais? Comment ça marche? Moi avec mon compte américain, quand je fais un virement, ça envoie un chèque. Et tout ça, ces gens en général, et ça c'est dans l'accompagnement annuel que je propose, en général me reviennent très souvent, mais comment je fais ci, comment je fais ça, est-ce que tu peux vérifier ça, est-ce que machin, et c'est normal, moi j'ai eu les mêmes choses, sauf que personne ne me l'a dit. Moi quand j'ai appuyé, j'ai eu des boules. Eh ouais, évidemment. Et puis après, bah, je savais, bon, c'est l'expérience, ça s'appelle l'expérience. Alors c'est génial, on a vu plein de choses, c'est vraiment extrêmement intéressant. Maintenant pour finir, pour que ça te donne un peu une idée de ce qu'on peut faire, vraiment, si tu veux nous faire un petit cas théorique de voilà, j'ai 100 000, là tout de suite Seb, je les ai avec moi, mieux j'ai une boîte aux États-Unis, moi je peux appuyer sur le bouton. Bon, qu'est-ce que tu me proposes, j'ai quoi en face, quel type de bien, ça rapporte combien, qu'est-ce qu'on a en perspective vraiment concrète? Alors, tu as deux types de biens que tu vas pouvoir acheter aux États-Unis, la maison ou le condo. Ouais. Appartement, il n'y a pas 50 trucs. Je touche pas au business commercial, je touche pas à toutes ces choses-là. Le condo ou la maison. Je conseille toujours un peu le condo aux gens qui sont investisseurs débutants. Pourquoi? Parce que le condo, c'est super fastoche. Le condo, tu as des charges, ça s'appelle les HOA, ce sont les charges de copro, les HOA aux États-Unis. Ça englobe, si tu veux, cette enveloppe travaux, cette enveloppe entretien, cette enveloppe, toutes les choses que toi tu penses pas et que tu gères pas. C'est mutualisé. C'est ça. Donc du coup, quand tu as un condo aux États-Unis, tu dois jamais faire attention à ce que tu dois faire. Mis à part remettre un coup de couleur parce que ton agent t'aura dit faut repeindre, on a gardé la caution du locataire, faut repeindre, ou des choses classiques. Il y a un lavabo qui est pété, je sais pas, des bêtises comme ça. À part gérer ces choses-là, que c'est ton agent qui gère, c'est même pas toi tu juste à payer. L'aspect gestion du bâtiment, c'est une gestion qui n'est pas ton ressort en fait. C'est comme en France en fait, tu te moques un peu de la toiture, des fondations, de la cave, des trucs. C'est ça. Quand tu es en appart. Par contre, ça grignote un petit peu ta rentabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les loyers sont charges comprises. Si je t'annonce 1 500 $ de loyer et qu'il y a 300 $ de HOA, donc de charges de copropriété, toi, ce que tu touches, c'est 1 200. Donc, ça faut bien l'intégrer. Mais par contre, tu t'occupes de rien. C'est jamais toi qui dois gérer. Donc les investisseurs débutants qui n'ont pas de notion en immobilier ou de rafraîchissement ou de travaux, de choses comme ça, ou de perspective par rapport à ça, je leur propose souvent de se mettre sur ce genre de bien. Mais ça grignote un petit peu la renta. Par contre, si tu es déjà investisseur en Europe, que tu connais ça, que tu as déjà fait, que tu as des notions de prévision de travaux, tu peux acheter une maison. Une maison, tu vas pouvoir gérer plus facilement ton loyer, tes travaux. Tu vas dire le toit, je vais le refaire dans 5 ans, la clim, je vais la changer dans X temps, ça, je vais faire comme ça. Tu schématises tout ça, mais c'est toi qui gères.
c'est toi qui vois, on t'impose pas. Quand je parlais de Special Assessment qui dit on va rafraîchir tout le bâtiment, on va refaire toutes les peintures, si toi tu jugeais pas ça utile, mais que 99% des copropriétaires ont dit oui, bah toi c'est oui aussi. Et si c'est 2000 $ de Special Assessment, il faudra que tu le donnes. C'est comme ça. C'est pareil en France. Et pareil en France. Mais ça a un côté plus pratique, plus facile, une gestion plus facile pour la personne à distance. Maintenant, si tu es un petit peu plus aguerri avec l'immobilier, je conseille carrément de la maison. Parce que de la maison, tu as des rentabilités qui sont plus fortes et puis tu peux gérer comme tu veux. Et souvent, dans les maisons, tu as des roll-out moins importants. Dans les maisons, tu peux avoir des familles qui s'installent pour 5, 6, 7, 8 ans. Dans les condos, c'est 2 ans, 3 ans et parfois même 1 an. Pardon. Donc c'est des marchés qui sont un petit poil différents. Ok. À ce niveau-là. Donc tu vois, on peut acheter ça. À partir de 80 000 $, tu as déjà un condo qui va te faire une rentabilité. Alors ça aussi, je vais préciser pour les gens qui vont regarder, parce que j'en entends tellement des choses comme ça. Je vais être grossier, je m'en fous, mais alors des trous du cul qui proposent des trucs sur internet qui disent ouais, une renta de 20%. Brut ou net? Moi, ce que je parle, c'est des rentas nettes avant impôt. Parce que chaque assiette fiscale est différente. Évidemment. Net avant impôt. On peut... C'est sûr et certain ce que je dis. Il n'y a pas d'arnaque. Sur des investissements pépères, c'est de toute façon du 6 ou 6,5% avant impôt. Donc, j'ai tout déduit. Je t'explique ce que je déduis. Les HOA du loyer, si c'est un condo. La property tax, qui est l'équivalent de la taxe foncière annuelle, à ta charge. Je déduis les frais qui sont inhérents à la gestion, donc la gestion que l'agent prend pour gérer ton bien. Je déduis la comptabilité de ton bien. Et je déduis un pourcentage, en fonction du type de bien, de ce que tu pourrais éventuellement avoir à penser, mais que je mutualise mois par mois. Donc par exemple, si tu te dis, tiens, il y aura peut-être un special assessment, tiens, il y aura peut-être la salle de bain à faire, tiens, il y aura peut-être un carrelage à changer, tiens, il y aura peut-être les moquettes à changer, je le mutualise déjà mensuellement. Ça, je l'enlève de la renta. Et ça te met un petit paquet à la fin de l'année. Tu dois le faire, tu le sors pas, tu dois pas le faire, c'est pour toi. Ça, je parle du 6,5% dans le bien easy, facile à louer, sans problème, t'es peinard, c'est pas des zones machin qui avec beaucoup de turnover, ça marche bien. Et ensuite, on est plutôt sur des rentabilités à 9%. Ok. Sur l'ensemble des biens qu'on propose. Ok. Et pour des maisons, c'est pareil, 9% ou Pour des maisons, tu peux monter à 11. Okay, pour des maisons, tu peux monter à 11. Moi, ce que j'aime bien avec les maisons, en fonction du type de profil, etc., encore une fois, on a fait tellement de choses avec le temps. Des rénovations qui n'étaient pas bonnes, tu n'aurais pas dû faire ça, parce que chez nous, ça marche pas comme ça. Tu sais, aux États-Unis, tu n'as pas les toits en tuiles, des machins en shingle, ces bazars comme ça. Non, aux États-Unis, tu mets un toit en bonne tôle, tu vois. Ça va te coûter 15 000 $. Mais alors, le bazar, pendant 15 ans, 20 ans, tu n'y reviens plus, quoi. Ouais. Tu vois. Sinon, tu vas pouvoir avoir des petits toits à changer, tu vas refaire des petites rustines, des petits bazars comme ça, mais ça aura des fuites. Tu auras mis 5 000 $, mais ça va te faire que 3 ans, etc. Donc, tu vois, on a aussi des tricks, des astuces à donner pour faire en sorte que la personne dès le début peut peut-être mettre 10 000 $. Et elle se retrouve avec une maison complètement rafraîchie sur laquelle elle ne reviendra pas pendant 15 ans. Obligé, mis à part casse éventuellement ou des choses comme ça. Il y a aussi une chose dans laquelle je mets pour déduire de la rentabilité, c'est l'assurance du bien annuelle aussi. L'assurance du bien qui va couvrir ton bien contre tous les vices possibles, ouragan, tempête, inondation, enfin tout ce que tu peux avoir. C'est ce que je conseille. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire parce que l'assurance n'est pas obligatoire aux États-Unis. Mais moi je le conseille tout le temps. C'est très très bien de le faire. En plus tu as une liability, qui est une responsabilité civile qui est incorporée dedans. Moi je la conseille, je la prends. Et encore une fois, mes agents, je précise, c'est pas moi. C'est moi qui ai trouvé ces personnes-là, mais c'est eux qui obtiennent des bons prix. Mes agents travaillent avec des sociétés d'assurance qui permettent d'avoir des... C'est imbattable. Tu ne peux pas trouver ces prix-là sur le marché. C'est le volume qui fait ça, hein, tout simplement. Donc tu vois, tout ce que j'enlève de la rentabilité, je ne pense pas qu'il y ait deux personnes qui fassent ce que je fais en enlevant tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oh, « t'es trop drastique, il faut pas, ça veut dire que ta rentabilité est à 12 et à 13 ». Oui, ça sera celle espérée.
si tu n'as pas eu de problème. C'est ça. Mais si tu comptes comptes pas pas une ta bonne compta, surprise plutôt qu'une mauvaise. c'est ça. Donc dès le départ, je t'annonce une renta qui sera sûre. Mais derrière, ouais, si tu n'as pas eu à changer, si tu n'as pas eu le special assessment, si tu n'as pas eu ceci, si tu as eu une bonne révision sur ton contrat d'assurance à la fin de l'année, ouais, tu feras mieux, quoi. Ah, c'est génial tout ça. Alors, pour le coup, tu as bien balisé le terrain, c'est très intéressant. Ah ouais, là, Il reste peut-être, et je vais regarder quand même, je crois qu'on a battu le record et qu'il va falloir conclure parce que je ne vais plus avoir beaucoup de batterie. On a 1h15 je crois déjà. Donc il va falloir effectivement qu'on finisse. On parlera peut-être à la limite dans une autre vidéo, mais il y aurait tellement à dire effectivement puisque tu es intarissable et c'est ça qui est intéressant sur le sujet. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour rentrer en contact avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'il faut te contacter peut-être par téléphone pour bloquer un truc ou est-ce que tu veux peut-être dire comment tu procèdes vraiment? Alors, comme je le disais, c'est plutôt des gens qui me connaissent au départ, donc évidemment ils ont mes coordonnées et c'est plus facile. On peut proposer éventuellement deux solutions, passer par toi et tu... Ouais, je peux avoir des mails, bien sûr. Et tu envoies. Sinon, mon nom n'est pas à cacher, c'est Sébastien Bouys, Sébastien du Sébastien, Bouys B-O-U-Y-S. Je mettrai ça dans la description. Voilà, et tout le monde peut me trouver sur Messenger d'une manière très simple. Et mon adresse email est aussi très simple, c'est sébastien.bouys, B-O-U-Y-S, @outlook.com. Ok, bah donc super. à partir de là, tous les gens qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou en tout cas mieux connaître le système d'accompagnement que je mets en place, je peux répondre en donnant vraiment les plans précis de ce qu'on fait, quoi. Donc les étapes, c'est on me contacte. Si on est intéressé, il y a un package à prendre. Ce package-là sera le petit ou le gros, l'accompagnement jusqu'à l'achat ou l'accompagnement pendant une année complète. Mais ça comprend surtout ce... Alors quand je dis 1 heure de Skype, c'est parce que tu peux pas dire 2, 3, 4 heures parce que ça veut rien dire et puis après tu peux pas faire ça avec tout le monde. Mais c'est pas 60 minutes, quoi. Bien sûr, c'est le temps qu'il faut. C'est le temps qu'il faut pour parler, mais on parle de l'heure Skype. Voilà. Non, voilà, je pense que déjà là, la plupart des gens qui peuvent être amenés à te contacter ont déjà beaucoup de contenu sur lequel j'espère que vous avez pris des notes parce que là, il y avait vraiment de la matière. C'est des infos qui valent de l'or parce que c'est pas des infos qu'on trouve du tout d'ailleurs sur le net, peut-être sur les marchés anglophones, mais du moins pas chez nous en français. Donc vraiment, ouais, faites-en bon usage encore une fois et faites appel à lui. Il s'y connaît, ça se voit d'ailleurs, ça transparaît vraiment cette expérience et c'est toujours un plaisir de te voir pour en parler du coup. Partager. on fera certainement une vidéo à la prochaine fois, peut-être à Samui, du coup on va changer peut-être un peu les cadres. Ça va être un bon endroit pour le faire. Okay. Bientôt. Bon bah écoute Seb, en tout cas merci beaucoup pour ton temps, pour toute cette énergie et puis surtout ces infos que tu nous as partagées. Si ça vous intéresse, vous avez tout ce qu'il faut dans la description et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine. Merci à toi Seb. Merci, bientôt. Seb. Ciao. Ciao.